Bienvenue sur cette quatrième et avant-dernière vidéo sur la question de la justice. Nous sommes toujours dans la question y a-t-il une idée universelle de la justice? Et nous en sommes au point C, à savoir quelle est l'origine des valeurs morales. Je vous rappelle que nous avons dit précédemment que l'expérience du mal faisait prendre conscience du bien. Je voudrais ajouter une remarque sur cette réflexion, puisque nous avons cru tirer cette idée du début de la Bible en faisant une interprétation philosophique. En réalité, on peut aussi la trouver donc chez un philosophe qui s'appelle Georges Canguilhem, un philosophe français. Je précise que ce philosophe a été aussi médecin et résistant et qu'il a écrit un très bel ouvrage, assez difficile, qui s'intitule « Le normal et le pathologique ». Je vais montrer ici une photo de Canguilhem en train de travailler. Et donc, je vous ai pas fait étudier un extrait de ce livre parce qu'il est trop difficile au niveau terminal. En tout cas, il me semble. Donc, j'ai préféré me centrer sur l'interprétation de la Genèse. Je passe maintenant à une question qui reste et qui est très importante parce que nous avons dit que c'était l'expérience du mal qui faisait prendre conscience du bien, mais après tout, on peut se demander qu'est-ce qui nous permet de définir ce qui est juste et ce qui est injuste. En d'autres termes, même si nous faisons l'expérience d'un mal, qu'est-ce qui nous permet de voir ce mal comme un mal, autrement dit, comme une injustice? C'est-à-dire que la question c'est, à présent, nous faisons l'expérience d'un mal, nous faisons l'expérience d'une injustice, mais pourquoi est-ce que cette expérience est justement l'expérience d'une injustice? Qu'est-ce qui, en nous, nous permet de comprendre ou nous permet de saisir que quelque chose que nous éprouvons, ou quelque chose que nous faisons, ou que nous constatons, est une injustice? Eh bien, le philosophe qui va nous permettre de répondre à cette question, c'est quelqu'un que vous connaissez sans doute déjà, qui s'appelle Rousseau, dans un texte dont le titre est assez long, il faut prendre son inspiration avant de le dire, et ce texte c'est « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes ». C'est un texte absolument magnifique. Je dis quelques mots de Jean-Jacques Rousseau, donc qui est né en 1712, mort en 1778, qui est l'un des plus importants et des plus célèbres philosophes français. Alors, il a contribué au mouvement des Lumières en participant à l'Encyclopédie, il a en effet rédigé plusieurs articles de l'Encyclopédie, et a fortement influencé la Révolution française par ses écrits politiques, notamment du contrat social. C'est un résumé très bref, très lapidaire et très injuste de ce qu'a fait Rousseau, parce qu'il a fait bien davantage. Il a été l'inventeur du romantisme, il a été un philosophe très important sur la question de l'inégalité, c'est lui qui a quasiment inventé l'autobiographie dans son ouvrage Les Confessions, donc c'est un auteur qui est très intéressant et un peu inépuisable. Je passe maintenant à l'extrait sur lequel nous allons travailler. Les hommes n'eussent jamais été que des monstres, si la nature ne leur eût donné la pitié, à l'appui de la raison. De cette seule qualité découlent toutes les vertus sociales. En effet, qu'est-ce que la générosité, la clémence, l'humanité, sinon la pitié, appliquée aux faibles, aux coupables, ou à l'espèce humaine en général? La bienveillance et l'amitié même sont, à le bien prendre, des productions d'une pitié constante, fixée sur un objet particulier. Car désirer que quelqu'un ne souffre point, qu'est-ce autre chose que désirer qu'il soit heureux? Quand il serait vrai que la commisération ne serait qu'un sentiment qui nous met à la place de celui qui souffre, sentiment obscur et vif dans l'homme sauvage, développé mais faible dans l'homme civil, qu'importerait cette idée à la vérité de ce que je dis, sinon de lui donner plus de force? En effet, la commisération sera d'autant plus énergique que l'animal spectateur s'identifiera intimement avec l'animal souffrant. Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Je commence par étudier ce que j'estime être une première étape du texte, à savoir les lignes 1 et 2, que je vais relire après tout, faisons-nous plaisir. Les hommes n'eussent jamais été que des monstres, si la nature ne leur eût donné la pitié à l'appui de la raison. J'estime que Rousseau définit ici sa thèse, que j'indique dans la deuxième ligne de mon commentaire, et cette thèse c'est donc la suivante. Il y a en l'homme une aptitude naturelle, une aptitude innée, et ça Rousseau est très clair là-dessus, à la
pitié. Alors toutefois, il faut savoir en quel sens Rousseau utilise ce terme. Dans le langage courant, donc le mot de pitié a une connotation péjorative. On a pitié pour quelqu'un que l'on estime inférieur à soi. C'est vrai que dans les expressions du style tu me fais pitié ou arrête d'inspirer la pitié, finalement la pitié c'est un sentiment qui est pas très noble. C'est-à-dire que finalement il y a presque une satisfaction dans la pitié qu'on éprouve pour quelqu'un parce que on se sent supérieur ou en tout cas on se sent extérieur à celui dont on a pitié. Alors en réalité, Rousseau ne prend pas du tout ce terme en ce sens-là. Et pour bien comprendre le texte, il faut lire ce que je mets au dernier paragraphe, à savoir que Rousseau désigne par le mot de pitié l'empathie. Alors qu'est-ce que c'est que l'empathie? C'est la capacité à se mettre, la capacité de se mettre, j'aurais dû m'écrire, à la place de l'autre. Donc de s'identifier à autrui. Donc je répète, première idée de Rousseau, il y a chez l'homme, il y a chez tout homme, une capacité innée à la pitié, et quand on le prend en son sens le plus profond, cette capacité, c'est une capacité de s'identifier à autrui ou de se mettre à la place d'autrui. Et lorsqu'on prend cette thèse ainsi, eh bien, c'est une thèse très profonde. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a un lien primitif, un lien premier, un lien qui... Alors pourquoi je dis primitif? Parce que c'est un lien qui précède tous les autres liens. Un lien à autrui, et ce lien, c'est un lien d'identification. Alors, je donne dans la suite deux arguments, très très rapidement rédigés, pour renforcer et attester en quelque sorte la thèse de Rousseau. D'une part, on peut constater ce lien chez les tout petits enfants, qui imitent les émotions des adultes proches d'eux. Alors ça, c'est quelque chose que on sait très bien, à savoir que les enfants éprouvent, sans même aucun mot, ce que les adultes éprouvent. Mais c'est par ce lien, donc ce lien d'identification, que nous sommes sensibles aux émotions des autres. Et pour prendre un exemple tout bête, que nous pleurons devant un film, ou que nous avons peur pour le héros, ou que nous avons un sentiment de vengeance contre le méchant du film, puisque finalement on a de l'empathie pour celui qui subit les attaques du méchant. Et j'insiste là-dessus, ce sentiment, il nous fait communiquer à autrui, il nous met en lien avec autrui, mais sans réflexion préalable, et même sans langage, sans discussion. Et c'est pour ça que je dis, sans ce sentiment d'identification, ce sentiment qui précède tous les autres, il serait impossible de communiquer et de se comprendre, parce que ce sentiment fait circuler entre nous nos émotions. Donc, première chose à retenir du texte de Rousseau, et je reviens en arrière, sa thèse, à savoir que il y a un sentiment naturel en nous, alors je parle de sentiment, mais c'est plutôt une aptitude naturelle à l'empathie, c'est-à-dire à l'identification avec autrui. Je passe maintenant aux deux autres étapes du texte, que je vais expliquer de manière un petit peu plus rapide. Deuxième étape, donc, qui se trouve ligne 2 à ligne 7, me semble-t-il. Donc, dans la deuxième étape, Rousseau indique que cette pitié, ou cette empathie, maintenant on va l'appeler comme ça, est à la racine de tous les sentiments qui nous lient aux autres. Et il donne quelques exemples, la générosité, la clémence, l'humanité, l'amitié. Et donc à chaque fois, Rousseau explique que l'empathie, il s'agit d'empathie, effectivement, il s'agit d'identification, mais qu'elle s'applique différemment. Si je reviens au texte, il vous dit que finalement, la générosité, c'est l'empathie appliquée aux faibles. Bon, alors là, il prend la générosité comme la capacité à donner à quelqu'un qui, par exemple, n'a pas d'argent. La clémence, c'est l'empathie appliquée aux coupables. L'humanité, c'est l'empathie, évidemment, grandie, jusqu'à l'espèce humaine en général. Et le dernier exemple, qui est celui de l'amitié, finalement, qui est l'empathie que nous éprouvons pour un ami, pour quelqu'un de particulier. Donc finalement, sans cette empathie, il n'y aurait en nous aucune des qualités que nous estimons bonnes et qui font que nous éprouvons de la bienveillance vis-à-vis des autres. Je passe à la dernière étape, donc ligne 8 à la fin. Alors là, Rousseau apporte deux précisions. Une première, qui est que la pitié est un sentiment par lequel nous nous mettons à la place de l'autre, ligne 9, par identification, ligne 12. Finalement, je ne fais ici que répéter ce que je vous ai dit au début, comme si la fin du texte nous permettait d'expliquer le début, mais
Ici, voilà. Ligne 8 et 9, un sentiment qui nous met à la place de celui qui souffre. Et d'autre part, il est question d'identification à la dernière ligne. Donc, se mettre à la place, s'identifier à autrui, telles sont les caractéristiques de la pitié chez Rousseau, et qui font que la pitié finalement s'identifie à ce qu'on appelle l'empathie. Deuxième petite remarque, qui cette fois est plus anecdotique, en tout cas plus anecdotique en ce qui concerne notre problème, c'est que ce sentiment, nous dit Rousseau, est fort chez ce qu'il appelle l'homme sauvage. Bon. Alors il faut préciser que chez Rousseau, cette expression désigne l'homme à l'état de nature. L'état de nature, ça veut dire hors de la vie en société. On définira beaucoup plus précisément cet état de nature dans les prochaines séances qui vont concerner la loi et le droit. Et donc je précise que cet état pour Rousseau n'existe pas et que l'homme sauvage est une fiction. Ça c'est un point un petit peu subtil et je précise que c'est pas le point le plus important du texte, ce n'est pas la peine de retenir ça. Retenez surtout que pour Rousseau, la pitié c'est l'empathie, autrement dit, la capacité de se mettre à la place des autres, autrement dit, la capacité de s'identifier aux autres. Et donc, je mets ici ce qu'il faut retenir du texte. Nous sommes liés aux autres par identification ou par empathie. Alors en quoi est-ce que ça apporte une réponse qui est décisive à notre problème? Eh bien finalement, comment est-ce qu'on sait ce qui est juste ou injuste? Ben, c'est tout simplement en nous mettant à la place des autres. Et je précise finalement la conscience morale est donc cette capacité très simple, très élémentaire, de se mettre à la place de l'autre. Et on retrouve cette idée dans beaucoup d'expressions du langage courant. Quand on dit « mets-toi à sa place », quelqu'un fait du mal, ça c'est un parent qui éduque son enfant et qui dit « ne fais pas ça, mets-toi à sa place » ou « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Et en définitive, finalement, la réponse à la question posée est très très simple, malgré le long chemin que nous avons parcouru. La conscience morale, c'est la capacité élémentaire de se mettre à la place des autres. Et il y a une idée universelle de la justice, à partir du moment où l'on prend conscience de la présence d'autrui. Cette idée universelle, c'est tout simplement se mettre à la place des autres. Alors, on s'étonnera peut-être de ce que la réponse soit aussi simple. Mais en réalité, heureusement qu'elle est aussi simple et qu'elle est compréhensible par tous. Pourquoi? Mais parce que, c'est ce que je précise à la fin, le juste et l'injuste, ce n'est pas une affaire de spécialistes. Ça nous concerne tous. En d'autres termes, il n'y a pas de professionnel du juste et de l'injuste. La conscience morale est universelle. Et je conclurai donc en citant Pascal, qu'on a déjà rencontré. Je vous conseille de retenir cette phrase, à savoir « la vraie morale se moque de la morale ». Qu'est-ce que ça signifie? Parce que cette phrase est un petit peu paradoxale. Eh bien, ça signifie que l'idée de justice, donc ce que Pascal appelle la vraie morale, est présente en chacun de nous et qu'elle est présente spontanément. Et on n'a pas besoin de discours ou d'impératifs ou de commandements pour l'appliquer, comme justement lorsque l'on fait la morale à quelqu'un. Donc, la vraie morale se moque de la morale. Je vous remercie, je ferai une dernière vidéo où j'apporterai quelques précisions sur ce thème après le long cheminement que nous avons parcouru.